Alors, chers étudiants, bonjour. Donc, je vais vous dispenser le cours d'écologie générale pour S3. Tout de même, je vous souhaite la bienvenue à cette inscription ce semestre en écologie générale 1. Donc, vous allez recevoir les notions de base concernant l'écologie. Et le principal objectif de ce module que vous voyez là, donc, c'est donner aux étudiants les bases fondamentaux du fonctionnement de tout écosystème, fonctionnement physique essentiellement, ainsi que d'acquérir les notions sur les ressources et les cycles biogéomiques et les facteurs de régulation et les flux organiques et minéraux concernant l'écosystème en général. Les notions de base de l'écologie seront dispensées en une autre introduction générale. Donc là, vous voyez le plan du cours. Donc c'est un plan où on va vous disposez la définition de l'écologie, l'objectif principal de l'écologie, les niveaux d'études en écologie, les sous-disciplines de l'écologie, et puis, suite à cette introduction, on entamera les différents chapitres du programme, avec qui sera, donc ce programme sera établi en deux parties, une partie qui va inclure les chapitres 1, 2 et 3, et une deuxième partie qui va inclure les facteurs écologiques, avec définition écologique, qui vous sera dispensé par mon collègue, le professeur Louah Anas. Donc, ça sera le chapitre 4 concernant les facteurs écologiques. Donc, l'organisation générale de la biosphère sera le premier volet du premier chapitre sur ces notions de base. Donc, une organisation de la biosphère, la définition de la biosphère, sa structure, ses niveaux d'organisation, les caractères spécifiques de la biosphère, et les réactions fondamentales au niveau de la biosphère qui incluent la productivité, les flux d'énergie, etc. Le chapitre 2 sera essentiellement sanctionné par la structure, la dynamique de la biocénose et des écosystèmes. Autrement dit, c'est le fonctionnement des écosystèmes. Et là, on verra donc les définitions affectant la biocénose, les biotopes et l'écosystème lui-même, ainsi que son organisation et sa structure. Au niveau de l'explication, l'interprétation de ce fonctionnement sera axé sur les grands cycles biogéochimiques et les interactions qui peuvent avoir lieu, ainsi que les implications de la pollution écologique. Le chapitre 3, ça sera un chapitre qui va résumer plus ou moins les grands espaces écologiques, qui sont les grandes régions écologiques. Ça sera les biomes, les différents types de biomes, aussi bien terrestres qu'aquatiques. Et finalement, le quatrième chapitre qui sera dispensé par le professeur Louah, qui consacrera la classification des facteurs écologique. Alors, cette partie, donc cette étude, sera donc aussi dirigée à travers des séances de travaux dirigés qui va consacrer deux grandes séances. Une qui concerne les interactions homotypiques et hétérotypiques, principalement les interactions entre les espèces, les individus de la même espèce ou des individus d'espèces différentes. Et une deuxième séance de TD sera consacrée à l'interprétation des chaînes trophiques et qui va nous expliquer encore plus le fonctionnement des écosystèmes. Donc, une étude pratique ou un rapport pratique sera exécuté aussi en fonction de la disponibilité des moyens. Une étude des milieux, soit terrestre, ou une étude du milieu, soit aquatique aussi, continental ou marin, ou bien une étude d'un milieu urbain qui sera sanctionnée par un rapport de l'étude rédigée par les étudiants et ce sera consacré comme étant une activité pratique. Donc ça, c'est un peu l'enseignement qu'on va vous disposer vis-à-vis de ce module. Bien sûr, les modes d'évaluation sont des modes comme sont spécifiés dans la fiche technique. Donc vous avez l'examen de fin de semestre et vous avez un contrôle continu qui consacrera le rapport d'activité pratique qu'on va vous disposer en fonction des sujets qu'on va vous présenter. Bien sûr, la note finale du module, c'est examen final, c'est de 2 tiers, et le rapport d'activité, c'est le 1 tiers. Et le module, il est validé lorsque vous aurez une note de 10 sur 20 comme moyenne essentiellement. Alors là, ce sont les principaux aspects techniques du module. Donc, tout d'abord, avant d'entamer les différents chapitres, on va parler un peu de l'écologie parce que c'est votre première année où vous allez étudier l'écologie, sachant qu'au bien sûr, aux études secondaires, vous avez eu des notions d'écologie. Mais là, c'est un peu au niveau supérieur, au niveau des études supérieures. L'écologie, il est défini comme étant une science de demeure, une science de l'habitat, essentiellement. Mais on va commencer par présenter un peu l'historique de cette notion fondamentale, essentiellement, qui est l'écologie.
Alors, comme il a été défini par Haeckel au 19e siècle, vers 1866, l'écologie, elle a été comme désignée comme l'économie de la nature, science de l'économie de la nature, science de vie, science de l'habitat, etc. Étymologiquement parlant, c'est un mot qui est composé de deux mots, essentiellement, qui sont oikos, qui veut dire demeure aux maisons, et logos, qui ça veut dire science. Autrement dit, c'est la science de demeure aux sciences de l'habitat. En définitive, on peut dire que c'est une étude du milieu ou de demeure ou de coexistence essentiellement des espèces dans un milieu ou dans un habitat. Autrement dit, c'est l'étude des relations des organismes avec le monde vivant ou environnant au sens le plus large. C'est la science des conditions d'existence. Alors, cette première notion donc était entamée vers la deuxième moitié du 19e siècle, comme vous voyez là. On a commencé déjà à avoir des notions sur ces relations d'organismes avec leur environnement. C'est en 1805 que Alexander Humboldt, botaniste géographe, qui va évoquer cette notion de relation des organismes avec leur environnement. Plus tard, en 1877, sur le plan historique toujours, évoquera la notion de biocénose. C'est Mobius, l'allemand Karl Mobius, qui va évoquer la notion de biocénose, qui va englober l'ensemble des êtres vivants qui sont réunis plus ou moins ou groupés dans un milieu bien défini. Et puis, à la suite du progrès de la science naturelle, c'est au niveau de la biogéographie, de la géologie, la pensée écologique va subir une expansion et de nouvelles notions vont apparaître. C'est ainsi qu'en 1927, Elton va définir plus ou moins que les communautés abiotiques sont associées par des relations alimentaires. On va connaître plus ou moins la chaîne alimentaire. Plus tard, en 1935, donc je vais plus ou moins résumer parce qu'il y a d'autres dates qui sont omises dans cette présentation historique. C'est Tansley qui va plus ou moins concevoir la notion de l'écosystème. Et puis Lindenman, l'américain en 1941, va évoquer plus ou moins ce fonctionnement de l'écosystème à travers l'introduction de la productivité biologique, la production végétale comme étant la photosynthèse et l'énergie solaire comme productivité biologique qui va plus ou moins ser le moteur de fonctionnement de tout écosystème. En 1966, Van Ley va développer la notion d'espèce écologique, et plus précisément au niveau de la niche écologique ou de la fonction de l'espèce ou de l'organisme au sein de l'écosystème, et qui sera encore plus introduite et plus détaillée par le travaux de Hutchison en 1957. Ce sont des choses qu'on verra au cours de la première partie du cours, essentiellement lorsqu'on va parler plus ou moins des écosystèmes, des fonctionnements des écosystèmes. Vers la deuxième moitié du XXe siècle, donc, le concept de la biodiversité va se développer encore plus. C'est ainsi qu'il sera popularisé par Edward Orson Wilson et qui va émerger à partir de 1988. Et puis, la définition du concept, de plusieurs concepts tels que les hotspots, qui seront encore plus détaillés par Norman Meyers en 1988. Donc, ce sont des zones qui définissent plus ou moins la nouvelle notion de la biodiversité qui est plus ou moins, ce sont les espèces les plus rares qui sont menacées. Donc, on va assister en 1992 au sommet de Rio de Janeiro, le sommet de la Terre. C'était un sommet où d'autres pensées vont se développer, telles que la conservation des systèmes écologiques, le développement durable ou soutenable, et la résilience écologique. Ce sont des notions qui vont s'apparaître encore plus et qui vont approfondir nos connaissances au sujet de la notion d'écologie naturelle. Des conventions 4 sur la préservation de la diversité vont être présentées suite à ce sommet. Donc d'autres sommets vont venir, bien sûr, mais on s'est arrêté sur ce sommet de Rio de Janeiro en juin 1992 parce qu'il va marquer une sorte de différenciation entre les notions du 19e siècle et début 20e siècle et les nouvelles notions telles que la conservation des systèmes écologiques et la biodiversité. À partir de 2005, donc d'autres notions, la pensée écologique va s'intéresser à d'autres nouveaux défis
tels que les changements globaux, le réchauffement planétaire, le problème de l'ozone, le problème des plastiques. Donc ce sont des aspects beaucoup plus liés à l'impact des activités humaines, essentiellement que de ressources naturelles, essentiellement. Et on va voir, par exemple, on a établi que les changements climatiques ou les changements globaux, donc on a établi une carte à l'échelle planétaire où il y a des zones de risque extrêmes et des zones de risque élevées. Et là, c'est d'autres notions qui vont se développer essentiellement. Donc, en s'arrêtant sur ces définitions, donc, on va plus ou moins parler un peu des principales définitions. Donc, selon Dajos, donc il y a pas mal de bouquins de Dajos ici à la faculté, à la bibliothèque. Dajos, il évoque la notion d'écologie comme science qui étudie les conditions d'existence, dont on a déjà parlé, des êtres vivants et les interactions de toute nature qui existent entre ces êtres vivants et leur milieu. Donc, toutes les composantes qui forment le milieu donc, sont essentiellement permettent de définir la relation de coexistence des organismes au niveau du milieu. Donc c'est la science qui étudie les milieux, c'est la science qui étudie aussi les conditions d'existence des êtres vivants et des rapports qui s'établissent entre eux et leur environnement plus généralement. Donc alors leur environnement avec toutes ces composantes, aussi bien animées que inanimées essentiellement. Donc on peut conclure là-dessus, on peut dire que l'écologie, c'est l'étude des milieux et des écosystèmes, au sens assez large, le terme d'écosystème, l'environnement qui englobe la variante biotique et la variante abiotique, c'est-à-dire le monde animé et le monde inanimé. Alors cette variante biotique, c'est l'ensemble des relations entre les individus de la même espèce et entre les individus d'espèces différentes, et qui constituent en globalité les facteurs biotiques. Alors ces facteurs biotiques, on va les revoir lorsqu'on verra des TT concernant les interactions homotypiques et les interactions hétérotypiques essentiellement. Et puis, l'environnement abiotique ou le milieu inanimé, si vous voulez, le milieu physique, c'est l'ensemble des conditions physico-chimiques comme le climat, la température, l'eau, la lumière, le vent et l'humidité et qui constituent la globalité des facteurs abiotiques essentiellement. Alors sur ce diaporama, vous voyez donc on a essayé de scinder les deux groupes de facteurs et là ça sera le dernier chapitre de ce semestre qui vous sera dispensé par le professeur Louer. On va plus parler un peu de ces facteurs et vous voyez donc la communauté biocénotique englobant tous les aspects, la faune, la flore, les micro-organismes et les différentes interactions. Et là, vous voyez l'interaction, ce sont des interactions telles que par exemple l'habitat, la prédation, la respiration, etc. Ce sont des aspects qui interagissent entre les différents organismes et c'est la relation biotique qui est développée à ce niveau-là. Et puis les facteurs abiotiques, tout le milieu environnant, vous voyez le climat, la température, la pédogénèse, etc. Donc ils vont plus ou moins influencer la flore et puis la faune ainsi que les micro-organismes. Et vous voyez le sol, c'est une partie importante à ce niveau ainsi que l'atmosphère. On verra ça lorsqu'on va parler un peu de la biosphère, de la structure de la biosphère, de l'organisation de la biosphère aussi également, et qui va plus ou moins nous inciter à connaître plus de données sur cette notion de base. Alors, revenons à cette extension de l'écologie. Donc, l'écologie s'appuie sur des sciences connexes, comme vous voyez, parce que vous voyez, si je reviens sur alors j'ai le climat, j'ai les précipitations, j'ai la pédologie, j'ai le sol, donc il est plus ou moins connecté avec plusieurs domaines essentiellement. Donc c'est pour cela on verra par la suite que c'est une science de synthèse, que c'est une métadiscipline essentiellement, et par extension l'écologie s'appuie sur des sciences connexes comme la climatologie, l'hydrologie, l'océanographie, la chimie, la géologie, la biologie, la pédologie, la physiologie, la génétique. Donc la liste elle est assez élargie. Donc ce qui évoque qu'il s'agit d'une science pluridisciplinaire qui intègre beaucoup de sciences. Donc cette définition assez large de termes en écologie permet de la placer dans de nombreuses disciplines, comme vous voyez là. Donc par exemple, en écologie animale, qui est une partie intégrante de la zoologie, en écologie végétale, qui est une partie intégrante du botanique, écologie aquatique, écologie parasitaire, par exemple en parasitologie, écologie microbienne, en bactérienne et virale, écologie des sols, écologie des milieux. Donc là, je peux dire, on peut choisir l'écologie en fonction de l'adjectif, donc soit une écologie liée
au milieu, soit une écologie liée aux organismes. Par exemple, écologie animale, les organismes sont les animaux, la faune. Écologie végétale sont les organismes végétaux, les plantes, etc. Quand je parle de l'écologie aquatique, c'est quoi? C'est l'écologie du milieu, c'est le milieu de l'environnement, c'est le milieu aquatique, que ce soit écologie des rivières, écologie des océans, écologie des mers, etc. Donc là, c'est en fonction écologie des sols, par exemple, comme je viens de dire, et en écologie marine, écologie des océans, écologie des paysages, donc qui intègre la globalité des composantes de l'environnement, entourant les organismes, englobant, incluant les organismes. Autrement dit, on peut conclure qu'il s'agit bien d'une science de synthèse, car elle fait appel à d'autres sciences comme la chimie, la physique, la géologie, la géographie, la biologie et même les mathématiques quand on fait recours à des modèles pour expliquer certains phénomènes écologiques. Donc, étant donné qu'il fait recours à ces sciences, il requiert également des concepts et des méthodes des disciplines liées à ses propres sciences, telles que la biologie moléculaire, la physiologie, la génétique, l'éthologie ou bien l'étude de l'évolution, y compris la systématique, la biogéographie et la taxonomie. C'est-à-dire, ce sont des disciplines pour lesquelles l'écologie fait recours pour compléter sa méthodologie d'analyse et de travail. Donc, c'est une science de synthèse, c'est une métadiscipline aussi, c'est une métadiscipline à ce titre, parce qu'il peut nous montrer par sa pratique qu'il fait appel à plusieurs champs disciplinaires distincts, mais qui sont complémentaires. Donc, lorsqu'on veut, par exemple, interpréter ou expliquer un phénomène écologique, par exemple, de concurrence, etc. Donc, il y a pas mal de données qui vont intervenir, qui incluent la physiologie, la génétique des populations, et l'écophysiologie, etc. Donc, c'est pour cela on dit qu'il s'agit bien d'une métadiscipline, partant qu'il fait appel pratique à plusieurs champs disciplinaires. L'objectif de l'écologie, bien sûr, elle a des objectifs bien précis. Je parlais avec des objectifs fondamentaux. Donc, ces objectifs fondamentaux, d'abord, c'est de connaître le fonctionnement de l'écosystème, avec toutes ces variantes dont on va, c'est-à-dire variantes biotiques et variantes abiotiques, détecter et analyser comme part le dysfonctionnement éventuel. Donc, si on connaît le fonctionnement, on peut aussi détecter le dysfonctionnement éventuel de cet écosystème. Et bien sûr, rechercher également le bien-être pour l'homme en harmonie avec son environnement naturel, avec son milieu essentiellement. Alors, ces objectifs peuvent se résumer en un ensemble de questions quand on fait une analyse écologique essentiellement, c'est-à-dire quand on est près dans le milieu. Alors, la première question qui se pose, qu'est-ce qu'on veut trouver dans cet espace naturel ou dans cet écosystème? Qu'est-ce qu'on veut trouver essentiellement? Qu'est-ce qu'on cherche? Comment les espèces qui se trouvent dans ce milieu ont des rapports les uns avec les autres? Et quelle est la dynamique de ce milieu-là, ainsi que le système qui fonctionne, et quels sont les mécanismes qui régulent cette dynamique ou ces aspects-là des différentes composantes de l'écosystème. Donc là, ce sont des objectifs sur lesquels on peut se pencher pour chercher, trouver la question au dysfonctionnement ou bien au fonctionnement d'un écosystème essentiellement. Les niveaux d'écologie, ce sont des niveaux qu'on va retrouver au niveau de la biosphère, essentiellement, ce sont les niveaux d'organisation. Alors l'écologie comme science biologique, bien sûr, comme science biologique, c'est une science qui intègre plusieurs niveaux d'organisation, en allant de minimum jusqu'au maximum, c'est-à-dire en allant de la molécule de l'ADN, qu'on voyait là, comme molécule de l'ADN, jusqu'à la biosphère, c'est-à-dire l'échelle macro. Donc on part de l'échelle micro jusqu'à l'échelle macro. Donc il intègre tous les niveaux d'organisation, et par conséquent, elle fait recours à la biologie moléculaire lorsqu'on parle un peu de l'ADN et des molécules protéiques, et elle fait recours à la biologie cellulaire lorsqu'on parle des cellules, des organes, des individus, la biologie des organismes, etc. L'étude des populations, l'étude des communautés, des écosystèmes et l'étude de la biosphère en sa globalité. Donc, il y a plusieurs niveaux d'organisation au niveau d'études d'écologie. Donc, autrement, l'écologie peut... Donc, on parle même actuellement de l'écologie moléculaire, essentiellement. Donc, lorsqu'on parle plus ou moins de l'interaction des différents types de molécules au niveau environnemental, au niveau cellulaire, au niveau des organes, au niveau des individus, au niveau des populations, au niveau des communautés,
de la biocénose aussi en général. On va définir bien sûr il y a un chapitre qui sera dédié à l'étude des biocénoses et des écosystèmes. Et on verra par la suite comment s'interagissent ces différents niveaux essentiellement. Donc, c'est une science des écosystèmes qui analyse plusieurs niveaux d'organisation, depuis l'espèce jusqu'à la biosphère qui est de l'échelle macro, essentiellement ce qu'on appelle l'écorégion ou l'écozone, essentiellement telles que les biomes. Et vous voyez donc cette succession qui permet une analyse de particularités jusqu'à la globalité générale essentiellement. Par conséquent, comme on a vu que c'est une métadiscipline qui fait recours à plusieurs sciences, c'est une aussi discipline qui est subdivisée en sous-disciplines, je dirais d'auto-écologie essentiellement, et qui ont une relation directe avec les notions d'écologie essentiellement. Donc, en allant du niveau plus global, ça concourt au développement de certaines sous-disciplines. Donc, c'est ainsi qu'on peut distinguer, par exemple, l'auto-écologie, qui s'intéresse, c'est plus ou moins, je dirais, à l'étude de l'espèce en elle-même. C'est les facteurs en relation avec l'espèce, l'individu ou l'espèce dans son milieu. Essentiellement, c'est l'auto-écologie. Pour cela, on parle d'auto-écologie, espèce avec son milieu, essentiellement. La synécologie, c'est lorsque les relations se font au sein d'une communauté, c'est-à-dire plusieurs espèces sont analysées à ce niveau, différentes espèces de l'environnement. Ce sont les relations entre les espèces, alors que là, c'est la relation, l'auto-écologie, c'est la relation de l'espèce avec les composantes de l'environnement, les composantes généralement abiotiques. Puis on trouve l'écologie des populations qui est plus ou moins rattachée à l'auto-écologie. Je dirais, c'est ce qu'on appelle aussi la démoécologie ou l'écologie des communautés, qui étudie la relation entre la population d'espèces, ou la population d'individus, et les espèces différentes qui forment leur habitat. Donc là, l'écologie humaine, c'est une écologie qui est plus ou moins liée à l'espèce humaine, avec ses activités, c'est sociales, individuelles, culturelles aussi. Donc là, et puis l'écologie du paysage, qui est une écologie beaucoup plus vaste, qui intègre les paysages à différentes échelles, incluant les causes biophysiques, sociales et les conséquences d'une hétérogénéité paysagère. L'écologie urbaine, qu'on peut aussi rattacher à l'écologie humaine, l'écologie du paysage. Comme vous voyez, ce sont des sciences qui se sont développées récemment, donc assez récemment, à la fin du XXe siècle, qui traitent toutes les questions reliées au milieu urbain et périurbain, parmi lesquelles figurent la problématique de l'eau, de l'énergie, etc., des déchets, du plastique, etc., tous les aspects qui touchent la globalité de l'environnement. Et puis on trouve l'écologie industrielle ou l'agroécologie. C'est un peu l'écologie qui fait recours à des sciences d'activité agro-industrielle essentiellement et qui recherche, c'est-à-dire faire une industrie propre, une agriculture propre sans contaminer le milieu essentiellement. L'écologie, il a des applications et des implications. Là, ce sont des notions qui nous montrent plus ou moins le côté appliqué de l'écologie. Donc, et ça se découle aussi de sa définition large et de sa métadisciplinarité. Par exemple, comme l'on a dit tout à l'heure, elle fait recours à des domaines tels que l'économie, la sociologie, l'urbanisme, l'architecture, etc. L'agriculture, l'éducation, la technologie, le travail, tous ces aspects-là sont des aspects qui peuvent être reliés aux études écologiques essentiellement. Les principales applications écologiques peuvent se manifester au niveau de l'exploitation de la production biologique, la productivité biologique, l'artificialisation des écosystèmes, c'est-à-dire lorsqu'on fait, par exemple, on est en train de bâtir ou de construire comme se forme actuellement, si je donne l'exemple entre parenthèses, c'est le cas par exemple des récifs artificiaux qu'on fait dans le littoral pour augmenter les habitats pour la pêche et repeupler le milieu marin. Lutte contre les pollutions, c'est-à-dire lutter contre la pollution de différents aspects, par exemple le problème de la pollution en plastique, ainsi que l'écologie aussi peut s'appliquer au niveau de la gestion du patrimoine naturel, c'est-à-dire comment gérer par exemple une réserve ou un parc naturel, etc. Donc là c'est les notions d'application de l'écologie. Et
la conservation et des ressources aussi naturelles. Donc, ce sont des domaines où l'écologie appliquée va donc crescendo essentiellement en impliquant ces notions de base. L'implication écologique, c'est lorsqu'il s'applique dans des impacts et des influences beaucoup au niveau social et politique. C'est-à-dire là, on passe un peu de ce qu'on appelle écologie à ce qu'on appelle l'écologisme. C'est un peu l'écologie politique. Alors, par exemple, elle s'implique dans la problématique de la pollution et de la dégradation du milieu naturel, c'est-à-dire la dévastation des forêts, etc. Donc, l'impact sur les rivières et les lacs, etc. L'activité humaine, elle s'implique dans l'activité humaine beaucoup, leur effet néfaste, et ça par exemple le dégagement du gaz carbonique, l'accroissement du dégagement du gaz carbonique dû à l'industrialisation des milieux. L'écologisme et l'environique, donc elle est aussi impliquée dans ces notions-là. Par exemple, l'écologisme, c'est tous les courants philosopho-politiques qui vont s'implanter suite à des notions de base écologique, essentiellement, ce qu'on appelle aussi l'écologie politique actuellement. Donc, c'est pour cela, on verra par la suite l'apparition, on va voir par la suite l'apparition des Verts, des partis politiques qui s'appellent les Verts ou qui protègent l'environnement, etc. Ça, ce sont des aspects qui vont se développer. Autrement dit, cette notion d'écologique va subir une évolution du concept. Une évolution du concept, ça veut dire que le concept écologique, comme on l'a vu au début du 19e siècle et au début du 20e siècle, qui était simplement l'étude des relations entre les organismes vivants et leur milieu environnement, va encore s'approfondir parce qu'il va pas uniquement s'intéresser au fonctionnement, comme on a vu les objectifs, mais on va s'intéresser aussi au dysfonctionnement de l'écosystème. Je m'explique, bien sûr. Donc, à partir de la fin du XXe siècle, donc ce concept va subir, il va passer de la notion classique qui est l'écologie comme science biologique, à la notion environnementaliste qui s'occupe de l'action de l'homme sur l'environnement. Donc, c'est pour cela on a l'apparition d'écologie des paysages, écologie urbaine, écologie industrielle et agroécologie, etc. Ce sont des notions dont on a parlé tout à l'heure. Ce sont des nouveaux concepts qui vont aussi permettre d'autres qualificatifs aux personnes qui vont s'intéresser, aux chercheurs qui vont s'intéresser ces études écologiques. Ainsi, on va essayer de distinguer le terme un écologue d'un écologiste, par exemple. Un écologue, c'est un vrai spécialiste de l'écologie scientifique, c'est-à-dire ce qui va s'occuper de l'écologie comme science biologique, ou des relations entre les organismes et leur milieu, essentiellement. Par contre, un écologiste, c'est un défenseur de la nature et des équilibres biologiques. Et peut être pas un biologiste, il peut être un architecte, il peut être un politicien, etc. Donc, autrement dit, il va subir une notion un peu différente. C'est pour cela qu'on arrive à séparer ces deux termes-là d'un écologue, d'un écologiste, essentiellement. Et par conséquent, ce concept de base va évoluer et le terme écologie, il est devenu de manière erronée et désigné comme écologie politique, environnementalisme, écologisme. Ce sont des mouvements ou doctrines philosopho-politiques, comme je viens de dire tout à l'heure, ascientifiques, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas purement scientifiques, inspirés des notions de base de l'écologie naturelle, comme on a vu au début. C'est-à-dire qu'ils sont inspirés des relations qui existent entre les individus ou des espèces et leur milieu environnement. Et donc, on va passer un peu de cette écologie naturelle du milieu naturel vers une écologie plus sociale qui intègre l'homme comme partie intégrante dans ces relations-là. Et pour cela, on va voir par exemple qu'il y a apparition, comme je vous ai signalé tout à l'heure, des partis politiques. Par exemple, le premier parti politique est apparu par exemple en Allemagne, ce qu'on appelle les Grünen, c'est-à-dire les Verts. Alors actuellement, il y a les Verts en France, il y a les Verts en Suisse, il y a les Verts au Canada. Donc, ce sont des partis politiques qui défendent la cause écologique ou la cause naturelle, défendent le milieu avec des notions qui sont actualisées actuellement, c'est-à-dire la conservation du milieu naturel, la protection de la biodiversité, la protection de la richesse spécifique, etc. Donc là, on a cette évolution de concept, va encore mettre en relation plusieurs termes qu'on verra, tels que par exemple le développement durable. Le terme environnement, il est devenu plus classique, qui sont l'ensemble des conditions naturelles, que ce soit
naturel ou artificiel, physique, chimique ou biologique, et culturel, regardez là, on a ajouté le terme culturel, c'est-à-dire sociologique, dans lesquels les organismes ou les êtres vivants se développent, incluent l'homme, les espèces animales, les espèces végétales, essentiellement toutes les composantes vivantes du milieu. Donc, on est passé d'une notion restreinte à tout ce qui est biologique à une notion beaucoup plus globale qui intègre toutes les parties vivantes avec toutes les parties inanimées du milieu. Donc, c'est pour cela, donc ce développement va... Donc, on va encore approfondir ce concept de développement durable, donc de sorte qu'on va trouver plus ou moins le terme de développement durable, donc c'est-à-dire au développement soutenable, sustainable development, pour désigner un peu une forme de développement économique qui doit respecter le milieu naturel et l'environnement, essentiellement. Ce développement durable implique le traitement conjoint des effets économiques, sociaux, environnementaux, de toute action de l'homme qui est indispensable de mettre en place des démarches afin de préserver la mère nature. Donc vous voyez, autour de ces trois actions, économie, société et environnement, que doit être une économie équitable, une société durable et vivable, ainsi qu'un environnement viable pour avoir un développement durable essentiellement, afin de maintenir l'équilibre écologique essentiellement. Il doit satisfaire le bien-être humain, on doit créer de la richesse pour améliorer les conditions de vie des malades, ainsi que de préserver la biodiversité et des ressources naturelles. Ça, c'est ce qu'on appelle un vrai développement durable, qui sont les notions les plus actuellement soutenues pour cette notion de base. Donc, comme ça, on a fait un petit tour sur les différents aspects du concept écologique, et l'évolution du concept va nous induire plus ou moins à que l'écologie, ce sont des enjeux majeurs à la fois de notre présent, mais surtout de notre futur, et intégrant la conservation et le développement durable. Ce sont les grandes deux notions qui permettent plus ou moins de réconcilier ce nouveau concept de l'écologie et les enjeux majeurs de ce milieu-là. Donc, comme vous voyez, donc là, la préservation de notre planète, c'est la conservation des milieux, les énergies renouvelables, le recyclage, essentiellement, aussi bien éolien que l'énergie solaire. Et ce sont des aspects qui vont plus ou moins défendre nos principes. L'écologie, donc, subit aussi des crises et des perturbations qui sont dues à des aspects, ce qu'on appelle, lorsqu'on dépasse nos capacités naturelles, on est en train de créer une crise, par exemple une pollution, des aspects qui peuvent influencer soit l'environnement physique d'un individu ou des populations d'une espèce, et qui influencent d'une manière défavorable, et par conséquent, ils vont impacter plus ou moins les principaux aspects tels que la diminution de la biodiversité, l'épuisement des ressources naturelles, la pollution globale et bien sûr les changements climatiques essentiellement. Donc là, c'est un cas de figure qui nous représente, c'est-à-dire au cours du temps, le dépassement de nos capacités, de notre empreinte écologique qui est représentée par un pied, comme vous voyez dans celui-là, et comme vous voyez au cours des années, entre 1960 et 2012, le dépassement est passé de 70% à 75% à plus de 150% de notre biocapacité ou la capacité du soi, essentiellement par épuisement des ressources et par conséquent qui va impacter la biodiversité et l'exploitation des ressources. Bien sûr, en faisant recours à d'autres notions qui vont se développer, c'est par exemple le déclin de la biodiversité, à titre d'exemple que je vais vous donner, on peut avoir deux impacts qui apparaissent. Le déclin de la biodiversité, incluant l'extinction des espèces, la disparition des habitats, les catastrophes naturelles, le réchauffement climatique pour le déclin de l'environnement. Et comme vous voyez là, donc l'impact sur la biodiversité, il est très sévère. On voyait par exemple si je passe de 1970 à 2010, regardez le taux d'espèces qui ont disparu, presque 40% pour les mammifères, pour les amphibiens et les reptiles, 75%,
et pour les espèces marines, donc presque de 40%. Et comme vous voyez là, la même chose pour les conifères, les récifs coralliens sont aussi très impactés au niveau de la biodiversité. Et c'est ce qu'on appelle un déclin de la biodiversité face à un déclin aussi de l'environnement qui est dû à la pollution et au réchauffement climatique. Et ça, c'est à titre d'exemple pour vous expliquer ce qui se passe. Alors, pour réconcilier plus ou moins ce concept-là, on passe à la résilience écologique. La résilience écologique, c'est notre capacité de s'adapter à ces problématiques de l'environnement et de créer un équilibre dynamique après une phase d'instabilité ou de pollution, par exemple. Donc là, de manière générale, c'est la richesse de la biodiversité et des capacités de l'évolution. Donc il y a plusieurs aspects au niveau de cette résilience. Et cette résilience se fait par une intervention à favoriser, si vous voulez, plus ou moins l'équilibre entre les différentes composantes de l'environnement pour un développement durable, pour une conservation essentiellement. Donc là, la résilience écologique, c'est un concept assez récent, qui s'est développé, c'est-à-dire sur la base de trouver une capacité de conserver et de retrouver le développement durable ou de l'environnement durable après une phase d'instabilité. C'est dans ce sens-là. Il y a plusieurs, pour favoriser la résilience, par exemple, minimiser l'usage des ressources sensibles, tels que les pesticides, par exemple, utiliser des polluants, il faut le minimiser, contribuer à un système d'alimentation local, donc, c'est-à-dire ça, promouvoir plus ou moins l'activité régionale ou locale, pouvoir améliorer aussi les services écologiques, au niveau des services écosystémiques essentiellement, optimiser et équilibrer les flux de nutriments à travers les différentes composantes biotiques et bien sûr préserver les ressources naturelles qui sont l'eau, le sol ainsi que l'air. Donc je vais terminer plus ou moins cette première séance qui inclut la globalité de la présentation du module écologie générale avec les notions de base sur l'écologie et merci de votre attention. Donc la prochaine séance sera consacrée à l'organisation générale de la biosphère.